escuchó. Le président, veuillez vous asseoir. Reprise des débats. La parole est à l'accusation pour la poursuite de son interrogatoire. Le coprocureur international. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Yoon Kim, mon confrère, vous a déjà posé des questions ce matin concernant une réunion à laquelle vous aviez assisté en 1973 et à l'occasion de laquelle Nunchia avait donné des instructions sur les coopératives. J'ai quelques questions de suivi à ce propos. Premièrement, combien de temps cette réunion avec Nunchia a-t-elle duré? Réponse. Cette réunion avec Nunchia a eu lieu à Pumda et elle a duré toute la journée. Matin et après-midi. Question. Dans la déposition de ce matin, vous avez parlé d'une distinction qui était établie entre les groupes d'entraide, les coopératives de bas niveau et les coopératives de haut niveau. En quoi résidait la différence entre les groupes d'entraide, les coopératives de bas niveau et celles de haut niveau? Réponse. Les groupes d'entraide, les coopératives de bas niveau et de haut niveau étaient trois choses différentes. Un groupe d'entraide comprenait de 5 à 10 familles. Il s'agissait pour ces familles de s'entraider. Et chacun produisait sur ses terres. Par contre, dans les coopératives, les gens avaient du terrain ou du bétail et travaillaient ensemble. Mais la distribution de la production et la répartition de la main-d'œuvre dépendait du nombre de têtes de bétail et des outils. Concernant les coopératives de haut niveau, tout devait être collectivisé et le travail était distribué en fonction de la quantité de main-d'œuvre. Cela dit, dans notre commune, il n'y avait pas de groupe d'entraide, ni de coopérative de bas ou de haut niveau. Car Chae, celui qui m'a fait entrer dans la révolution, a introduit une nouvelle idée selon laquelle chacun devait appartenir au tout le groupe. Question. Vous parlez d'une nouvelle idée introduite par Chet. D'après vous, est-ce que cela venait du centre du parti ou bien était-ce une idée conçue par Chet lui-même? Réponse. À l'époque, j'avais fait des observations. Au cours de la réunion, dans le village de Da, c'était Nunchia qui présidait. Ensuite,
Chaet a dit qu'il ne fallait pas aller ailleurs, mais aussi se rencontrer à Sambo, et il a dit qu'il n'y aurait pas de groupe d'entraide ou de coopérative de bas ou de haut niveau, et qu'il fallait travailler de concert en tant que communauté. Et il a dit que ce serait lui qui serait responsable d'introduire cette idée, et que si quelqu'un avait peur, de diffuser des informations sur cette nouvelle idée, à ce moment-là, il serait prêt à agir en leur nom pour défendre son idée. Je me suis opposé à son idée parce que je savais que cette idée était l'ordre de l'échelon supérieur, mais en tant que chef de commune, tant que Tachet était mon supérieur, je devais lui obéir, il fallait s'unir et nous devions obéir à ses ordres. Mais une fois, à l'aube, Chaet est venu et il a pris la parole. Il était très fâché, mais tout le monde a constaté qu'il n'avait pas bien agi concernant l'application de la ligne fixée par le niveau supérieur. What happened to Tachet during? Question. Et qu'est-il arrivé à Tachet sous le Cambodge démocratique? Réponse. Chum Yon. Moi, ce que je sache, il a été transféré de Sambo à Kratché à raison d'une question de moralité vis-à-vis des femmes. Il a commis un acte d'inconduite morale vis-à-vis des femmes. Il avait en fait une pièce particulière pour son travail avec les femmes. Et certaines femmes en sont mortes. Notamment une qui était enseignante au niveau du district. Elle est morte en 1971 ou 72. Elle a été étranglée. Il l'a étranglée. Il y a eu une rumeur qu'elle avait été violée par Tachet. Et c'est pourquoi il a été transféré à Kratché. Et j'ai su par la suite qu'il avait été arrêté pour ces questions morales. J'ai entendu dire par les villageois qu'ils avaient vu Tachet dans le district Svay Prosok et qu'il avait été arrêté, mais je ne suis pas certain. Question. Avez-vous jamais revu Tachet après qu'il ait été envoyé à Kratché? Réponse. Je l'ai rencontré une fois par la suite, mais nous ne nous sommes pas parlé. C'était avant l'anniversaire de la victoire du 17 avril 1975. C'est le premier anniversaire en 1976. Et lors de cette cérémonie, je l'ai vu, mais nous n'avons pas parlé. Je l'ai vu à la tribune, en fait. Question. Et quand Chet a-t-il été arrêté et a disparu? En quelle année? Réponse. Je ne suis pas certain. Je pense que c'était vers 1976. C'est-à-dire après l'anniversaire de la victoire. Il a disparu après cette date.
Question. Pour en revenir à votre réunion avec Nuancia, ou la réunion organisée par Nuancia à laquelle vous avez participé, a-t-il donné des instructions sur la façon de distribuer le travail dans les coopératives? En 1973. ពេលដែលជួបនឹងគាត់កាន់ណែនាំឲ្យធ្វើប្រវាសដៃសហគមន៍កម្រិតទៀត Réponse. Après que je l'ai vu, il a donné des instructions pour la création des groupes d'entraide, des coopératives de rang inférieur, de niveau inférieur et de haut niveau, et qu'il fallait créer ces coopératives selon la réalité de chacune des bases. Et nous devions discuter entre nous et éviter tout conflit dans la division du travail, à la base. Pour qu'il n'y ait pas de problème dans les coopératives. Question. Et lors de la réunion d'une journée avec Nuancia à laquelle vous avez participé, y a-t-il eu des sujets abordés, autres que celui des coopératives? Par exemple, a-t-on parlé de la guerre en cours contre le régime Lon Nol? Réponse. À propos de la guerre contre Lon Nol, il nous avait dit, il nous a plutôt, l'interprète se reprend, il nous a parlé de la guerre au début, il nous a dit que nous devions progresser dans notre lutte et libérer le pays. C'était ce dont il avait parlé à propos de la guerre. Mais l'objectif de la réunion d'une journée était la création de coopératives au sein de la société cambodgienne. Question. Quand vous dites qu'il a parlé d'attaquer les ennemis, qui était l'ennemi? Réponse. À l'époque, l'ennemi auquel il faisait référence était les soldats de Lon Nol, les forces de Lon Nol, et les forces soutenues par les impérialistes américains. Question. Saviez-vous si avant avril 1975, Nuancia s'était rendu souvent à la province de Kratie? Réponse. Je ne savais pas s'il était venu avant. Je ne l'ai su que lorsque je l'ai vu pendant cette réunion. Question. Enfin, même si c'est la seule fois où vous l'avez rencontré, avez-vous entendu dire qu'il soit venu à Kratie à plusieurs reprises? Réponse. Mais je ne le savais pas. Personne ne m'a dit qu'il se rendait souvent à Kratie. Le procureur. Je vous remercie, monsieur Yan Kim. J'aimerais parler des mouvements de population. Avant le 17 avril 1975, y a-t-il eu des mouvements de population au sein de la province de Kratie? Je pense ici au chef-lieu de Kratie. Y a-t-il eu un moment où l'on a évacué la population de Kratie pour les intégrer dans des groupes d'assistance mutuelle, d'entraide et ou de coopératives dans la campagne? Réponse. Oui, à propos du déplacement de population de Kratie, c'était hors de mes connaissances.
dans ma commune, personne n'a été déplacé. Tout le monde est resté là où ils étaient. Pour ce qui est des musulmans Cham, lorsque j'étais dans la commune de Batanak, les Cham ont été transférés à cette région depuis d'autres endroits comme Svaikambat. Pour ce qui est de la population de la province, je ne savais pas s'il y avait eu des déplacements. Question. Où étiez-vous le jour du 17 avril 1975? Réponse. Ce jour-là, j'étais dans la commune de Vatanak, où j'habitais. Question. Et quand avez-vous été mis au courant la première fois du plan du parti d'évacuer la ville de Phnom Penh et les autres villes? Comment l'avez-vous su? Réponse. Je l'ai su quand j'ai vu des personnes nouvelles venir par exemple à Sambo, là où j'étais. J'ai vu que des gens arrivaient par un bateau et d'autres moyens. Je leur ai demandé où ils allaient. Ils ont répondu qu'ils avaient été évacués et qu'ils devaient venir dans la région. Donc, le peuple du 17 avril avait été évacué par bateau à cette région. Et je ne sais pas exactement quand cette évacuation a eu lieu. Question. Parlons de la période autour du 17 avril 1975 quand vous étiez chef de la commune de Batanak. Y a-t-il eu des évacués ou des gens nouveaux qui sont arrivés à la commune de Batanak après le 17 avril 1975? Réponse. Comme je l'ai dit, en 1975, j'ai vu que les Cham musulmans étaient venus à la commune de Batanak et il y avait entre 30 et 40 familles. Quand je leur ai demandé d'où ils venaient, ils ont dit qu'ils venaient de la région de Tambay ou de la commune de Svai. Et j'ai vu des gens arriver à Sambo, des gens du 17 avril, qui avaient été évacués de Phnom Penh. Plus tard, des gens venaient de Matambo. Qui avaient été évacués. C'était à la fin 77, se reprend l'interprète, du district de Memuk, donc fin 77 ou 78. Question. Pour être bien clair, ces gens nouveaux qui ont été évacués à la commune de Sambo, était-ce à l'époque où vous êtes devenu chef de la commune de Sambo ou était-ce avant que vous deveniez le chef de commune? Réponse. Quand je suis devenu chef de la commune de Sambo, les gens du 17 avril étaient déjà là. Ils avaient déjà été évacués avant que je devienne chef de commune.
Et je connaissais le peuple de base qui habitait dans la commune de Sambo. J'ai donc su distinguer les 17 avril. Question. Nous reviendrons plus tard à l'année à laquelle vous êtes devenu chef de la commune de Sambo et je vous poserai d'autres questions à ce sujet à ce moment-là. Mais j'aimerais maintenant que l'on parle des moyens de communication et de la structure de rapport entre les communes, districts et secteurs dans la province de Chrétien. Pouvez-vous nous dire, pour commencer, à l'époque où vous étiez secrétaire soit de Vatanak ou de Sambo, comment rendiez-vous compte à votre secrétaire de district sur la situation et le travail dans votre commune? Réponse. Sous la période du Kampuchea démocratique, nous avions une réunion hebdomadaire. Pour tous les chefs de communes de partout, il fallait faire un rapport sur la situation des ennemis dans nos communes respectives. S'il y avait des conflits contre la révolution, il fallait en faire rapport. Ensuite, on rendait compte aussi sur la production. C'était les questions les plus importantes pour le rapport. En troisième lieu, il y avait un rapport sur les conditions de vie, de la santé des populations de nos communes, et aussi un rapport sur les cultures. Mais il y avait les classes, c'est-à-dire qu'on n'allait qu'à la troisième année à l'école. Les participants à ces réunions, il y avait un ou deux représentants de chacune des communes. D'habitude, à la fin de la réunion, on prévoyait celle de la semaine suivante. On n'avait pas besoin de faire des convocations formelles car ces réunions avaient lieu chaque semaine. Question. Pour ce qui était des rapports sur les ennemis, qui était considéré comme un ennemi pendant la période du Kampuchea démocratique, quand vous teniez ces réunions hebdomadaires au niveau du district? Réponse. Oui, pour ce qui est des rapports hebdomadaires, en général, moi j'étais critiqué par le niveau du district, surtout sur les rapports que je faisais sur la situation des ennemis. J'ai trouvé très difficile de trouver des ennemis dans mes yeux. Je ne voyais que des gens qui travaillaient. Ici, on déclarait quelqu'un, on disait que quelqu'un était paresseux dans l'accomplissement de ses tâches. Eh bien, c'était considéré, on considérait que c'était ma faute, car cela veut dire que je ne l'avais pas bien éduqué. Donc, j'ai trouvé difficile de faire rapport sur la situation des ennemis à cet égard. Comme je ne parvenais pas à trouver des ennemis, contrairement à d'autres, qui disaient que certaines personnes manquaient de soins dans le repiquage du riz, mais moi, je trouvais difficile ce rapport sur les ennemis. Car je considérais que je n'avais pas d'ennemis sur lesquels je devais faire rapport. Une fois, on a
fait rapport que quelqu'un était allé derrière le village et qu'il mangeait des feuilles d'arbre, et j'en ai fait rapport. Mais ce n'était pas quelqu'un de mon village. Je n'ai jamais accusé aucun de mes villageois, demandé qu'ils soient arrêtés. Je veux dire, les gens qui vivaient avec moi à l'époque vivent toujours à Phnom Penh. Beaucoup d'entre eux me connaissent. Même M. Toun Sala, le président de Ad Hoc, tout comme M. Ho. S'il n'habitait pas avec moi à l'époque, il serait déjà mort. Même Ta Hon, il a survécu, mais il est décédé plus tard. Sauf Ta Chir. Ta Chir était le père de mon ami. Et je ne savais rien de ses problèmes, mais sinon je l'aurais aidé et il aurait survécu. Donc, je n'ai jamais dit quoi que ce soit de mal sur mes villageois. Question. Est-ce que d'autres chefs de commune ont fait des rapports sur la situation des ennemis au sein de leur commune lors de ces réunions au niveau du district? Réponse. Dans les d'autres communes, il y avait des rapports sur la situation des ennemis. À propos de cela. Et en conséquence de cela, certaines personnes ont été arrêtées dans leur commune. Dans la plupart des communes, il y a eu des arrestations. Par exemple, après que M. Omtsamon m'a remplacé dans la commune de Vatanak, il y a eu des arrestations. Et moi, j'ai été transféré à la commune de Sambo. Et après, Samon a été arrêté et a été remplacé par Kom Chun et Chim. Et ces deux personnes ensuite ont été arrêtées et ont été remplacées par M. In. Et Ian a lui aussi été arrêté par la suite. Puis, quelqu'un est venu le remplacer, et c'était presque en 1979. Pour ce qui est d'autres communes, comme Kampong Cham et d'autres communes, beaucoup de ces gens, y compris les membres du comité de communes, ont été arrêtés et exécutés. Maintenant, quant à M. Chon, il a été arrêté et tué. Et c'était difficile, car parce que lui, chef de commune, a fait rapport sur d'autres personnes, mais d'autres personnes ont fait des rapports sur lui. The other commune chiefs who would report. Question. Dans ces rapports sur la situation des ennemis, comment ces gens savaient qui devait être considéré un ennemi? Y avait-il, par exemple, dans l'étendard révolutionnaire, des instructions sur qui entrait dans la catégorie des ennemis? Réponse. Dans les étendards révolutionnaires, il y avait quelques instructions. Je ne m'en souviens pas. D'autres communes, dans leur rapport sur la situation des ennemis, faisaient, par exemple, en 1978, M. Yi m'a donné la tâche de mesurer un barrage dans la commune de Vatanak. Ou plutôt de prendre des mesures pour voir si on pouvait construire un barrage. Donc je devais faire l'arpentage pour voir si l'on pouvait construire un barrage. Et donc je lui ai donné les instructions. J'ai dit que oui, on pouvait construire un barrage avec les forces que je recommandais. Puis, lui affectait une
force de travail, peut-être quelques 500 personnes, et pouvaient construire en un mois, un ou 2 mois, 2 mois avec une force de 500 personnes, 1 mois si l'on en avait 1000 pour construire le barrage. Après la construction du barrage, un jeune était malade et rentré chez lui. Dans le village de Vatanak, enfin, il est rentré dans son village, on l'a renvoyé au site de travail, mais il a demandé à recevoir d'abord des médicaments. Et j'ai demandé à ce qu'il soit soigné, mais Tu et Chun ont refusé. Puis, on a fait rapport, ou plutôt lui a fait rapport au district, le jeune homme a fait rapport au district, et Tu et Chun ont été exécutés par le district, après le rapport du jeune homme. Mais ensuite, on savait que le jeune homme avait fait rapport, et lui a été arrêté et tué. La plupart des rapports sur les ennemis, on faisait surtout état des paresseux ou des gens qui manquaient de soins dans leur travail. Et c'était surtout ça, la teneur. Et aussi des gens qui parlaient en mal. Par exemple, des gens qui disaient que la révolution était trop stricte. Dans certaines communes, on a réveillé des gens à 3 heures du matin. Ça, c'était plutôt strict. Et il y avait aussi le fait qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour les travailleurs dans une commune en particulier. Following up on the last example you just gave. Question pour reprendre l'exemple que vous venez de donner. Ceux qui critiquaient le parti ou qui s'y opposaient, étaient-ils considérés comme des ennemis? Réponse. Une conférence était organisée à tous les 3 mois à la coopérative. Je venais d'arriver à la commune de Sambo. Dans la commune de Vatanak, pendant la conférence à tous les 3 mois, les gens pouvaient évoquer certaines critiques. Mais au district de Sambo, je me suis mis dans une position où j'étais critiqué par la commune. Et j'étais surpris, car les gens ont dit que c'était la première fois que les dirigeants s'ouvraient à la critique des villageois. Moi, j'aurais bien aimé recevoir des critiques. Et je pouvais m'en servir comme outil pour m'améliorer. Donc, j'étais ouvert à la critique, mais je pense que c'était une exception. En général, les membres des comités de communes ou de districts n'aimaient pas être critiqués. Et s'ils étaient critiqués, ils se vengeraient sur moi. Ce qui allait à l'encontre de mes valeurs, à moi. Moi, j'aurais été heureux d'être critiqué. Dans d'autres endroits, si vous étiez critiqué, vous étiez considéré comme un ennemi. Thank you for clarifying that. I wasn't at... Question. Je vous remercie pour ces précisions, mais je ne parlais pas tant des gens qui critiquaient les districts, enfin les chefs de communes ou de districts. Ce qui m'intéressait, c'était surtout ceux qui émettaient des critiques à l'encontre de la révolution du parti ou même des objectifs révolutionnaires comme le collectivisme. Ces personnes étaient-elles considérées comme des ennemis et étaient-ils dénoncés lors des réunions au district?
Réponse. Pour ce qui était de critiquer ou faire des commentaires, personne n'osait s'opposer à la ligne du parti. À la coopérative, les gens parlaient de la nourriture, à savoir s'il y avait assez de nourriture. Ils parlaient de la critique individuelle. Par exemple, si moi je m'ouvrais à la critique, eh bien j'aurais été critiqué sur un certain aspect de l'exécution de mes tâches. Par exemple, que je n'ai pas donné assez de conseils à une personne spécifique. Pour vous dire honnêtement, entre 73, au moment où je suis allé au site de travail, moi je n'ai pas mangé de gruau, j'ai toujours mangé du riz. Car ma commune avait un niveau d'autosuffisance adéquat pour avoir du riz. Si les gens avaient assez à manger, eh bien, nos forces étaient plus robustes et pouvaient accomplir leurs tâches. Donc, cela augmentait notre production dans la commune, dans ma commune. Moi, quand j'y suis allé, mes villageois mangeaient du riz, pas du gruau. Nous avons toujours été autosuffisants. Je ne me considère pas tant comme un dirigeant, mais plutôt un autre agriculteur, comme eux. Pas leur chef pour leur dire quoi faire, mais plutôt un membre de la communauté. C'était mon idéologie. Une idéologie d'ailleurs que je maintiens aujourd'hui. Je veux m'assurer de la sûreté de ma commune et qu'il y ait assez à manger. Question. Ce matin, vous avez parlé des sessions d'études annuelles qui duraient 15 jours et qui avaient lieu dans la capitale provinciale. Au cours de ces sessions d'études annuelles, est-ce qu'il était question des ennemis et du fait qu'il fallait être vigilant afin de débusquer les ennemis internes? En était-il question lors de ces sessions d'études? Réponse. Au cours des sessions d'études annuelles qui avaient lieu dans la province de Kratché, ces sessions avaient lieu dans le village de Antonvien. Il était question de la situation des ennemis et de la production, qui constituait la principale question traitée. Question. Qui donnait les instructions? Qui dirigeait ces sessions d'études? Réponse. C'est le comité de secteur qui présentait les documents et présidait les sessions. Il y avait notamment Taï et Takun. Taï nous formait à l'économie, tandis que Takun faisait des exposés sur les questions de sécurité. Question. Vous dites qu'il présentait des documents. Quel type de documents présentait-il à ces sessions d'études? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, il y avait plusieurs documents. Comme cela remonte à bien longtemps, je ne me souviens pas des détails. Mais parmi les documents, il y en avait qui
traiter des ennemis et de la production. Question. Vous avez dit que c'est Takun qui faisait des exposés sur les questions de sécurité. De quel type de questions Takun parlait-il concernant la sécurité? Réponse. Concernant la sécurité, il parlait de la tactique utilisée par les ennemis. En attaquant les ennemis, nous savions qui étaient les ennemis, mais il y avait aussi ceux qui vivaient dans la communauté et qui étaient les instigateurs de certains mouvements opposés à la communauté et au parti. Ces gens disaient qu'il y avait un ennemi extérieur et ces gens-là aussi étaient considérés comme les instigateurs d'actions hostiles et comme des ennemis. Certains disaient par exemple que les Vietnamiens s'approchaient, que le pays sombrerait dans le chaos. Et cela était considéré comme des activités ennemies. Question. Nous avons parlé de réunions hebdomadaires auxquelles vous assistiez avec le comité de district. Lorsque vous étiez chef de commune, est-ce que vous envoyiez des rapports écrits au bureau du secrétaire de district ou du comité de district? Réponse. À l'époque, nous leur écrivions rarement. Nous devions leur faire rapport personnellement. Nous devions nous mettre autour d'une table ensemble et partager les informations. Parfois, nous devions nous asseoir par terre, parfois, nous prenions place sur une chaise. Mais après la libération, les conditions dans lesquelles se déroulaient les réunions étaient meilleures. Nous avions un endroit digne de ce nom pour nous rencontrer et nous ne devions plus, comme par le passé, nous asseoir par terre. Question. Lors des sessions d'études ou des réunions de formation politique auxquelles vous avez assisté, vous a-t-on jamais donné des instructions concernant la politique du parti, concernant le bouddhisme et les pagodes? Réponse. Pour ce qui est de la religion, il y avait de la formation à ce sujet. On nous disait que la révolution ne pouvait se faire deux fois. On nous disait qu'il fallait lancer le mouvement révolutionnaire et éduquer la population simultanément, sans croire à quelque religion que ce soit. Nous devions éviter la révolution culturelle. Nous savions qu'en 1966, il y avait eu la révolution culturelle en Chine et nous savions qu'à cette occasion, la religion avait été abolie et persécutée. Nous ne voulions pas que cela se produise au Cambodge. Cela avait déjà eu lieu et nous ne voulions pas que cela se reproduise. Question.
Durant la période du Kampuchea démocratique, entre avril 75 et janvier 79, dans la province de Kratchie, est-ce que les gens étaient autorisés à pratiquer le bouddhisme? Réponse. En 1976, on a cessé de pratiquer le bouddhisme. Juste après la libération, il y avait encore des moines qui pratiquaient le bouddhisme. En juillet ou en août, il y avait quelques moines qui avaient gardé l'habit, mais par la suite, ils ont été envoyés dans le district de Ho-Reang-Ho, commune de Pingchang. Il y avait quelques moines dans la province de Kratchie avant 1976. Mais après 1976, il n'y avait plus de moines. Je pense que c'est à la fin de l'année 76 qu'il n'y a plus eu de moines. Question. Qu'est-il arrivé aux moines dont vous avez parlé et qui avaient été renvoyés dans leur district? Est-ce qu'on les a contraints à se défroquer? Réponse. Quand il a été envoyé là-bas, on ne l'a pas défroqué. Peut-être qu'il a quitté l'habit lui-même. Mais après la libération, il a repris l'habit. Il a demandé à ne pas être défroqué dans la province de Kratchie. Il a demandé l'autorisation d'attendre d'être rentré dans son district afin de se défroquer. Mais aujourd'hui, il est mort. Il est mort après avoir repris l'habit. Question. Qu'est-il arrivé aux pagodes de la province de Kratchie sous le régime du Kampuchea démocratique? Réponse. Dans la province de Kratchie, la plupart des pagodes n'ont pas été touchées. Dans la commune où je vivais, il y avait des espèces de pagodes, des endroits où les moines pouvaient pratiquer le bouddhisme. Certes, ce n'étaient pas de vraies pagodes, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de grands changements pour ce qui est des pagodes. Les pagodes n'ont pas été détruites. Quand nous voulions tenir une réunion dans la pagode, nous n'y étions pas autorisés. Je peux dire que les pagodes sont restées intactes. Question. Vous dites que vous n'étiez pas autorisé à tenir des réunions dans les pagodes. Qui vous disait que vous n'y étiez pas autorisé? Réponse. Ça ne veut pas vraiment dire que nous n'ayons pas été autorisés à tenir des réunions à la pagode. Mais
dans l'une des pagodes, un lieu était réservé pour tenir des réunions. Mais de façon générale, les gens n'étaient pas autorisés à pénétrer dans l'enceinte de la pagode. Question. Pour être sûr d'avoir bien compris, vous avez dit que la plupart des pagodes n'avaient pas été détruites. Est-ce que les gens ont été autorisés à pratiquer librement le bouddhisme dans les pagodes durant la période du Kampuchea démocratique? Réponse. Sous le régime du Kampuchea démocratique, il n'y avait pas de moines. Et donc, personne ne pratiquait le bouddhisme. La pratique du bouddhisme a pris fin, il n'y avait ni moines ni religion. Je peux donc dire que cela a été la fin du bouddhisme, car il n'y avait pas de pagode. Question. Dans la province de Kratché, certaines pagodes ont-elles été détruites durant la période du Kampuchea démocratique? Réponse. Durant la période du Kampuchea démocratique, j'ai constaté que les pagodes proches de l'endroit où je travaillais et où j'habitais étaient intactes. Les pagodes sont restées des pagodes, mais elles ont été utilisées pour autre chose. Par exemple, comme des entrepôts ou comme des fabriques de briques ou de tuiles. À certaines pagodes, des jeunes résidaient. Question. Connaissiez-vous une pagode du nom de Wat Antong Vien, laquelle se trouvait dans le district de Kratché? Réponse. Effectivement, la pagode d'Angtong Ving est dans la province de Kratché. J'y suis allé plusieurs fois car nous devions y assister à des sessions politiques dans la pagode en question. Nous y logions. Question. Qu'est-il advenu de la pagode de Wat Antong Ving durant la période du Kampuchea démocratique? Est-ce que cette pagode est restée intacte au cours de toute la période? Réponse. Même si j'ai assisté à des sessions à la pagode, sincèrement, je n'ai jamais inspecté l'ensemble du complexe de cette pagode. Et je ne sais pas ce qui est arrivé à cette pagode. J'ai assisté à des sessions politiques à un endroit qui était situé derrière la pagode. Et je ne peux pas dire ce qui est arrivé au bâtiment de la pagode proprement dit. Question. Au cours de la période du Kampuchea démocratique, avez-vous entendu parler de pagodes qui auraient été démantelées, déconstruites, en vue de construire des choses comme des barrages? Réponse. Je n'en sais rien, mais je sais que la pagode de Sambo, la pagode aux 100 piliers, est tombée en délabrement. Certaines ardoises du toit ont été retirées pour être réutilisées et servir
à la toiture d'un hôpital. Question. Je passe à autre chose. Au cours des sessions d'études et des réunions de formation politique auxquelles vous avez assisté, a-t-il été question de la politique du parti envers les Vietnamiens? Est-ce que des instructions ont été données à ces occasions? Réponse. Au cours des sessions d'études politiques, eh bien, cela dépendait de la situation. À l'époque où nous combattions NOL, nous parlions de la lutte contre les ennemis, contre le NOL et les Américains. Après la Révolution, il y a eu un conflit avec les Vietnamiens. Et là, nous avons dû étudier la tactique des Vietnamiens. Donc, les questions traitées à chaque session dépendaient des circonstances. Question. Y avait-il des Vietnamiens qui vivaient dans la province de Kraché avant le 17 avril 1975? Réponse. Avant le 17 avril 1975, je n'en sais rien. Il y avait beaucoup de Vietnamiens dans les différentes communes de toute la province de Kraché, mais en 1974, lors du retrait des troupes vietnamiennes, les Vietnamiens ont dû retourner dans leur pays en accompagnant les troupes ou bien après le retrait de celles-ci. Et il y avait aussi des Vietnamiens qui s'étaient mariés avec des Cambodgiens. Et ils vivaient donc sur place. Question. Après la libération, le 17 avril 1975, d'après vos souvenirs, est-ce que les Vietnamiens qui étaient encore dans la province de Kraché ont été expulsés vers le Vietnam? Réponse. Je ne sais pas grand-chose là-dessus. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux Vietnamiens après la libération, mais dans mes coopératives, dans la commune de Sambo, après la libération, il y avait 2 Vietnamiens qui se sont mariés à des Cambodgiens. Ils vivaient depuis longtemps au sein de la communauté sans aucun problème. Par la suite, ils sont morts, mais leurs enfants continuent d'y vivre. Question. Lors des sessions d'études ou des réunions de formation politique auxquelles vous assistiez, a-t-il été question de la politique du parti concernant les Chams ou les musulmans? Est-ce que des instructions ont été données à ce sujet? Réponse. Au cours des sessions d'études, je n'ai jamais entendu parler des Chams ou des musulmans, parce que ces gens étaient considérés comme des Khmers ou comme des Cambodgiens.
Ils n'ont jamais été considérés comme appartenant à une autre race dans les documents utilisés pour notre formation. Question. Durant la période du Cambodge démocratique, dans la province de Kratché, est-ce que les Cham, y compris ceux qui vivaient dans votre commune, étaient autorisés à pratiquer leur religion? Réponse. Pour ce qui est de la religion, qu'il s'agisse du bouddhisme ou de l'islam, c'était la même chose. Personne n'était autorisé à pratiquer ces religions. Peut-être que des gens pratiquaient leur religion, mais alors ils le faisaient en secret. De façon générale, les gens n'étaient pas autorisés à pratiquer la religion. Dans certains cas, des Cham, des musulmans, ont été forcés à manger du porc. Question. Qui les a forcés à manger du porc? Réponse. À ma connaissance, cela s'est produit partout, ou presque. Cela s'est produit dans toutes les coopératives. À certains endroits, une politique très stricte était en place. Et les Cham n'avaient pas droit à de la nourriture, même pas à du prahok. Question. Durant la période du Kampuchea démocratique, à Kratché, est-ce que les Cham étaient autorisés à porter leurs vêtements traditionnels? Réponse. Durant la période du Kampuchea démocratique, les musulmans ou les Cham sont arrivés sur place par la suite et je n'ai constaté aucun changement dans l'habillement. Tout le monde portait une chemise et un pantalon noir et les Cham portaient les mêmes vêtements que nous. Question. Est-ce que les Cham étaient autorisés à parler leur propre langue? Réponse. Il n'y avait aucun problème à ce niveau, les gens pouvaient parler leur propre langue à la maison, mais lorsque les gens allaient travailler, ils devaient parler cambodgien. Par contre, à la maison et avec les autres gens qui parlaient le Cham, eh bien, ils pouvaient communiquer en Cham ensemble. Personne ne les en empêchait. Question. Est-ce que les Cham ont été autorisés à continuer de vivre ensemble dans leur village traditionnel ou bien ont-ils été éparpillés parmi la population khmer? Réponse. Quand ils étaient évacués vers un village, on les faisait vivre dans une grande maison qu'ils partageaient. Ils n'étaient pas autorisés à demander à vivre dans un village traditionnel.
Par exemple, si quelqu'un avait une grande maison, eh bien, les gens vivaient là-bas. Question. Vous dites que dans certaines coopératives, il y avait une politique stricte consistant à ne pas donner du prarok au cham. Pourquoi? Réponse. Je ne peux pas donner de réponse précise à cette question. Dans certaines coopératives, il y avait des principes stricts quant à la nourriture à distribuer. Mais dans d'autres coopératives, les règles n'étaient pas aussi strictes. Et là, les gens pouvaient avoir du prarok. Les chams, traditionnellement, tuent un animal. De temps en temps, donc, ils demandaient l'autorisation d'abattre une bête. Là où moi j'étais, c'était autorisé. Ils disaient qu'ils devaient abattre les bêtes eux-mêmes et nous les y autorisions. Monsieur le Président, merci Monsieur le procureur et merci aux témoins. L'heure est venue de prendre la pause déjeuner. La Chambre va donc suspendre les débats pour les reprendre à 13h30. Huissier d'audience, veuillez vous assurer que le témoin et son conseil soient à leur aise pendant la pause déjeuner et puissent revenir au prétoire avant 13h30. La parole est à la défense. Maître Yanouti, je me lève pour déposer la requête usuelle, de permettre à Nuncha de se retirer. Et j'aimerais préciser au fin du dossier que le dada, ça fait référence au dadaïsme. Il s'agit d'un courant du début du XXe siècle qui avait la prédilection de la logique sur l'absurdité et le chaos. Ce n'était pas comme il était suggéré plus tôt. Cela ne fait pas référence à la doctrine du ne posez pas de questions, n'obtenez aucune réponse, mais cela semble faire référence toutefois à la position de la Chambre vis-à-vis de certaines positions de la défense. Le Président, la Chambre est saisie de la demande de la défense de Nuncha. Nuncha demande à pouvoir se retirer dans la cellule de détention temporaire pour pouvoir suivre les débats depuis cette même cellule. La Chambre accède à la demande. De Nuncha de pouvoir suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire pour le reste de la journée. Nuncha a renoncé à son droit de participer directement à l'audience dans le prétoire. La Chambre demande à la défense de remettre le document de renonciation portant la signature ou l'empreinte digitale de Nuncha. Service technique, veuillez vous assurer que le lien audiovisuel soit établi, de sorte à ce que Nuncha puisse suivre les débats depuis cette cellule. À la reprise des débats à 13h30, garde de sécurité, veuillez conduire Nuncha et Sampan aux cellules de détention temporaire et ne ramenez que Sampan au prétoire cet après-midi à la reprise des débats. Nuncha peut rester à la cellule de détention. L'audience est suspendue.